Alors, bonjour, je m'appelle Michel Labrèche. Dans le cadre du livre que j'ai écrit, donc Les pouvoirs de la magicienne, j'écris pour d'interviewer toutes sortes de gens, des gens qui ont des passions, des compréhensions, puis en même temps qui sont élevés en conscience et qui veulent partager donc leur savoir intérieur. Donc, ce sont des grands magiciens selon ma compréhension. Et là, je suis dans le plaisir d'être dans mon salon en compagnie de Raymond Maurice, mon spécialiste de marketing. Bonjour Raymond. Bonjour Michel, merci pour l'invitation, c'est très apprécié. Bon. Alors moi, je vais vous présenter Raymond parce que de la façon que moi je l'ai rencontré, il m'a été référé par Jean Rivet de Vox Populi. Puis il m'a dit, Michel, j'ai le cas de te présenter, il est extraordinaire. Il y a une compagnie qui s'appelle Communion Communication. Et cette compagnie-là, c'est une compagnie qui se spécialise donc dans les rapports de marketing, dans tous les gens qui sont dans la conscience. Et j'ai été voir ton site internet et j'ai tout de suite été séduit par l'ampleur, donc de la complexité, mais qui était simplifiée, donc de tout ce que tu as fait comme service. Alors, explique-moi un peu comme ton produit, ton principe, puis comment on pourrait bénéficier donc de tes services. Donc, je vais peut-être prendre un pas en arrière pour dire qu'est-ce qui m'a inspiré à partir de cette entreprise. C'était suite à avoir travaillé au Kripalu Yoga and Health Center, qui est le plus grand centre résidentiel d'ateliers et de médecine douce en Amérique du Nord, qui couche environ 500 personnes, non, plutôt il y a à peu près 300 employés. Ça peut héberger 500 personnes, il y a 10 salles d'atelier, 40 salles de thérapie, c'est une grosse machine de mieux-être. Donc, j'ai travaillé dans le département des communications là, et puis quand j'ai quitté Kripalu, je suis revenu au Québec, parce que Kripalu c'est au Massachusetts. J'ai décidé qu'il y avait vraiment un grand manque de connaissances en marketing dans le domaine de tout ce qui était santé au naturel, mieux-être, mouvement de la conscience. C'était en quelle année ça? Ça, c'était quand je suis revenu au Québec, quand j'ai travaillé. Je suis revenu au Québec en 2003, c'est là que j'ai parti comme communication, donc ça fait à peu près 15 ans. Donc, ok, c'est bon. Et Kripalu, j'ai travaillé là 99, 2000 et 2001. Donc, tu étais quand même 3 ans aux États-Unis. Presque 3 ans. Ok. Donc, entre ça, j'ai fait un petit séjour au Costa Rica. Donc, c'est ça qui m'a inspiré. Et puis, j'ai démarré cette entreprise-là en offrant des services clés en main de communication marketing, incluant tout ce qui est le côté planification, stratégie, marketing, développement d'entreprises, développement des produits et des services, comme dans le contexte d'un sport ou d'un centre de santé, etc. Et puis aussi de la conception, la création de tous les outils de communication, que ce soit site web, production vidéo, dépliant, tous les produits promotionnels imprimés, etc. Donc, mes services sont offerts en anglais et en français, je suis parfaitement bilingue, et puis partiellement en italien, en espagnol, donc je me débrouille assez bien. Bon, alors dans cette ligne de pensée-là, donc toi, tu offres des services à des gens qui veulent développer des produits. Toi, est-ce que tu as un créneau personnel? Parce que dans la conscience, ça peut aller, exemple, des bols de cristal, ça peut aller à des gens qui font de la méditation, du yoga chaud, il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de créneaux. Est-ce que toi, tu as une concentration vers une espèce de clientèle ciblée, si on veut, là, qui sont dans un mode d'évolution de conscience, ou finalement, toi, tu acceptes un peu tous les gens qui sont en spiritualité? Parce que moi, je fais une différence. Excusez-moi. Oui. Bon. Est-ce qu'on va le faire? De l'eau. De l'eau? Est-ce que c'est bon? Excusez-moi, je ne sais plus Bon. Alors, c'est le fun. On va pouvoir ne pas le couper, puis on va voir Jean-Claude qui s'étouffe au montage. Ça va être parfait. On va dire les bloopers à la fin. Comme là, tu as fait une réponse assez élaborée, assez de la faire plus concise pour comme je tourne, OK? Puis je vais t'en poser d'autres, puis tu vas dire le reste de ton affaire, mais dans la prochaine question. Donc finalement, est-ce que, Raymond, toi, dans ton créneau, tu choisis une certaine clientèle, ou finalement, tu prends tous les gens qui sont en conscience, parce que il y a beaucoup de gens qui sont en conscience et qui sont beaucoup dans la spiritualité. Puis moi, je fais une grosse différence entre les deux. Puis c'est pas tout le monde qui fait cette différence-là. Donc, quelqu'un, exemple, fait de la méditation d'un côté, quelqu'un qui va faire un atelier chamanique, quelqu'un qui va faire du yoga chaud. C'est tous des gens qui sont en spiritualité, qui cherchent un peu la lumière. Et toi, est-ce que tu te concentres dans un certain créneau ou tu vas faire finalement tous les gens pour avoir un plus grand éventail? Quel est ton choix? Mon seul critère, c'est que les gens soient authentiques et que leur intention, c'est d'apporter du bien à leur clientèle. Donc,
mais j'ai des préférences, certainement, des projets qui sont... les projets qui vont amener le plus de bien. En général, c'est ça le critère qui va déterminer les projets qui sont les plus intéressants pour moi. Donc, avoir un impact au plus grand niveau, c'est intéressant parce que moi, dans mon créneau à moi, c'est évident que j'aurais pu décider d'aller Médecins sans frontières pour aider les gens individuellement, exemple en Afrique ou ailleurs, en Asie. Puis je me suis dit, bien, si je faisais, exemple, un livre, une collection, un film sur la conscience, peut-être que je vais pouvoir avoir une diffusion à plus grande échelle pour aider plus de gens, peut-être au début en surface, mais après ça, en atelier personne à personne, tu sais. Donc, alors, toi, si tu avais à te définir, là, qui es-tu finalement? Et qu'est-ce que tu fais réellement? Tu as une compagnie de télécommunications, là, de marketing, mais toi, c'est quoi ton but dans la vie et qu'est-ce que tu penses que... C'est quoi le but finalement là, de l'univers avec l'humanité? Ça, c'est une grande question. Alors, on va faire une grande réponse. OK. Ben, je crois que le but de la vie, c'est de passer à travers cette école qui est une école virtuelle, holographique, un peu comme un jeu vidéo où l'âme descend pour avoir des expériences et apprendre certaines leçons. Donc, ça, puis à l'intérieur de cet objectif-là, je crois que il y a deux objectifs que moi je peux identifier, probable en tout cas. C'est qu'on vient ici pour aller dans un environnement où les polarités sont tellement extrêmes, où on est le plus déconnecté par défaut au centre de la création, parce qu'on est un organisme qui fait partie d'un grand organisme et c'est un tout. Par contre, il y a comme il y a des feuilles sur un arbre, il y a des individus qui sont séparés, mais qui font partie d'un grand organisme et qui devraient, si l'organisme va bien fonctionner, être dans un bien-être, ils vont être en harmonie avec la volonté de cet grand organisme. Donc, je crois que ça, c'est l'objectif, c'est dans les pires circonstances, le pire environnement, de toujours rester connecté à la volonté du grand organisme auquel on fait partie. Et deuxièmement, je crois que la raison qu'on nous a donné un mental, un cerveau, si on veut, c'est que c'est un peu comme dans l'environnement digital, tout produit qui est à base informatique, digital, numérique, a un chip, un processeur de correction d'erreurs. Parce qu'il y a toujours des erreurs qui s'induisent avec le 0 et le 1 du numérique. Comme le logiciel Antidote, finalement. Antidote, ben ça c'est des corrections de texte. C'est la même chose, mais à un autre niveau. Oui, si tu veux. Au niveau digital. Le propriétaire est sur la rue Sonora. Un peu comme quand tu parles au téléphone cellulaire, quelqu'un n'a pas une très bonne connexion, tu l'entends bien, puis tout d'un coup, ça déboule. C'est parce que là, la correction d'erreur fonctionne assez bien, puis là, à un moment donné, il y a eu trop d'erreurs, puis là, il n'est plus capable de faire sa job. Mais nous autres, je crois qu'on est fait pour être à l'extrême de la création, et dans l'extrême de la création, comment on définit l'extrême de la création, ça pourrait être une grande discussion métaphysique, mais puisqu'on est tellement loin du centre où les instructions viennent, on a été bâti avec un correcteur d'erreurs. Parce que si on reçoit une information qu'on pense qui est la volonté de l'organisme, puis elle est erronée parce qu'elle est venue tellement loin ou des choses qui vont interférer avec, on a l'habilité de réfléchir sur nous-mêmes, d'avoir une réflexion avec nos connaissances, notre sagesse, et pouvoir faire le choix de l'instruction, interpréter l'instruction correctement. Donc je pense que c'est ça. Sinon, pour moi, tout l'exercice serait un peu futile, là, parce que le créateur pourrait nous créer parfait, pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous mettre dans ces genres d'environnement-là? Pour moi, c'est les seules deux raisons que j'ai trouvées. Et donc, c'est-tu rendu trop long comme réponse? Donc, peut-être si tu as des questions par rapport à ça, je peux passer par là. Bon, alors, moi, donc, ce que je comprends de ce que tu as dit, c'est qu'on a un corps physique, on a un esprit, on est connecté avec la source, on est très loin de la source. Notre âme fait le travail de nous relier à la source dans notre corps physique, puis on est ici, puis comme on est imparfait, parce qu'on est créé comme ça, on a naturellement donc l'obligation d'essayer de s'autocorriger
et l'obligation donc de se parfaire, puis par l'expérience, on va souffrir, puis on va apprendre, puis à un moment donné, quand on va être autocorrigé, on va être plus en grande synchronicité avec cette source-là, puis ce qui est en haut va se retrouver en bas. C'est avec moi ça que tu as dit? C'est un bon parallèle Bon. de ce que je disais. Alors, donc, toi, on meurt, on vieillit, pas dans cet ordre-là. D'habitude, on vieillit, puis après ça, on meurt. Ben, on a encore, on change de véhicule, d'avatar. Bon, alors, quand on change d'avatar, il se passe quoi, selon toi? Ben, c'est que notre âme, on va appeler ça notre âme, notre esprit, notre moi supérieur, on ne rentrera pas dans la distinction de ça, mais cette partie supérieure de nous qui incarne dans le corps sort du corps et puis va choisir une autre expérience pour continuer à se peaufiner dans ses habilités. Je pense pas qu'on est imparfait, je pense qu'on est juste en train de devenir plus sophistiqué comme un inventeur qui rend son invention de plus en plus sophistiquée. Il ne dira pas que son invention première était imparfaite. Il pourrait dire ça, mais ça nous ramène à la perspective de ce qu'on interprète de ce qui est en nous, qui est un autre grand sujet. Si on rentre là-dedans, c'est parce que là, ce que tu relates, c'est un peu par rapport à la subjectivité et l'objectivité de l'expérience. Puis ce qui est correct pour un, pour l'autre, ne correspond pas exactement parce que ça matche avec la relativité de l'expérience. Alors, quand tu dis on va perfectionner une invention, ça veut dire qu'on a un taux de perfection qui est là, qui affiche une certaine imperfection qu'on essaie de corriger pour qu'il n'y ait plus aucune imperfection, pour qu'il n'y ait que de la perfection. Alors, dans ce sens-là, on peut s'accrocher sur les fleurs du tapis puis sur les mots, mais moi, je pense qu'on est imparfait dans la manifestation de ce que l'on est, et plus on se rapproche près du centre de la cohésion de l'univers, plus on va manifester une perfection qui va être encore plus alignée et qui va plus être similaire à la perfection qui existe dans le monde invisible, d'où on est issu et qui nous a fait finalement. Donc, si on s'accroche dans les fleurs du tapis, c'est parce que il y a quelque chose qui emboîte, qui crée un obstacle. C'est la dichotomie. La dichotomie, c'est la perception polarisée des gens qui est différente vu de la subjectivité des gens. Oui. Puis à ce moment-là, comme il n'y a pas d'harmonisation parce que les gens parlent de la même chose, mais avec des points de vue différents, parce que c'est avec leur propre perception, parce qu'on n'est pas capable d'être holographique et d'être global. Donc, la perception nous donne la perspective qui va éventuellement nous donner les croyances et les interprétations de la réalité. Donc, on a nos sens, on a notre mental, on a toutes sortes de sources de perception qui rentrent dans notre mental, notre cerveau. Et puis, mais c'est une question très fondamentale d'après moi, parce que je crois que la plupart des gens tout le monde a fait des mauvaises interprétations. Je dis mauvaises dans le sens que si un événement, il y a 5 personnes dans la chambre, il va y avoir au moins 5 interprétations de l'événement. Mais il y a aussi la possibilité de dire, si j'étais le créateur qui a créé cette école où tout est correct, tout est là pour apprendre et évoluer, tout le monde va en sortir intact, cette perspective-là existe aussi. Et on peut, avec un peu de pratique, prendre cette perspective-là. Dans cette perspective-là, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon, il y a juste une opportunité d'apprendre et de se connecter de plus en plus directement à la source. Et tous les mots qu'on a, toutes les émotions qu'on a refoulées dans notre vie, c'est parce qu'on a pris une perspective limitée, la nôtre dans la plupart des cas, et on a répété dans notre tête l'événement et on a maintenu, cristallisé cette perception, ce qui cristallise l'émotion qui en est découlée, qui est le jugement dû à cette perspective, et ce jugement-là cristallise l'émotion qui reste dans notre bagage conscient et subconscient. Oui. Et si on continue? Tu as un bon livre, là, continue? Oui, je peux continuer. Bon. Je te donnerai juste la chance de poser une question. Je vais t'aider, je vais complémentariser un peu dans ce que tu dis. Ouais. C'est que nous autres, on vit, on a des expériences engendrent de la souffrance. La souffrance fait en sorte qu'on apprend, donc, en voulant ne plus souffrir, parce que ce qui est souffrant, c'est pas agréable. Si c'est pas agréable, c'est pas quelque chose qu'on veut reproduire dans notre vie. Si, exemple, on mange quelque chose qui est bon, on est épicurien, on va vouloir se nourrir de choses qui sont bonnes physiquement, mais qui goûtent bon. Si ça goûte mauvais, souvent, on va le recracher parce qu'on n'aura pas de sympathie vibratoire avec l'événement. Alors, après l'événement, exemple...
Bon, ben vas-y. C'est passé avec l'événement. Non, c'est ça, l'événement. On peut donner un break à Jean-Paul. Je vais juste recentrer mes affaires dans mon lit parce que je vais vouloir te faire aller en quelque part. Pourtant, il n'y avait pas de crevettes dans le linguini, Jean-Claude. Hein? Il n'y avait pas de crevettes dans le linguini. Je pense que Je sais pas ce qu'il y avait, mais... Alors là, on va parler de l'événementiel, parce que dans l'événementiel, il y a le visible et l'invisible. Le visible, c'est ce qu'on voit avec nos sens, donc l'infrarouge, l'ultraviolet, ça c'est violet, on est dans synchronicité vibratoire de couleurs, mais il y a des entités qui existent, des niveaux de réalité qui existent dans des dimensions autres, qui pour nous sont actuellement invisibles, mais qui sont à un niveau de vibratoire plus élevé ou inférieur, ou infériorisé, et ces êtres-là, ces entités-là qui sont dans des mondes comme ça, veulent créer des interférences parce qu'ils ne veulent pas que nous autres, on accroche et on atteigne notre seuil de connexité totale avec la source. Donc, quand on a, par exemple, un événement qui arrive et puis on a une interférence comme quelqu'un qui s'étouffe et quelqu'un qui, malgré lui, va faire en sorte qu'il va comme exploser. J'ai mon ami Marc Ménard qui était supposé être ici, puis il a dit, je ne peux pas y aller parce que je vais totalement contaminer votre éther parce que je suis très contaminé et j'arrête pas de cracher, de tousser et c'est vraiment mauvais comme situation. Alors, il a préféré, exemple, ne pas se présenter, mais souvent, des fois, on peut avoir des interférences électroniques parce que le monde de l'invisible a une très grande facilité à pirater l'électronique parce que c'est tout un jeu de champ de force, d'électrons, de neutrons, de protons, puis finalement, ben, eux autres, avec leur capacité, même s'ils ne sont pas physiquement densifiés comme nous autres dans la matière, ils ont quand même un mode interactif avec un médium en relation avec l'électromagnétisme et la gravité. Donc, souvent, on va voir des événements qui vont être un peu piratés, puis qui vont avoir des interférences. Par exemple, on est en train de tourner un film, puis il y a un jeune enfant qui n'arrête pas de pleurer dans le coin, ou un chien ou un chat qui monte sur l'animateur ou qui s'en va, parce que ces êtres-là, souvent, sont plus facilement piratables que les personnes ordinaires qui sont plus centrées. Alors, moi, dans le fond, j'essaie de voir, j'essaie de faire aller les gens au bout de leur idée, puis essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire donc pour devenir plus centré, puis pour être comme un four auto-nettoyant, puis nous-mêmes se débarrasser de tous les engrammes et les mémoires négatives qui nous codent, qui nous causent de la souffrance, comme je disais tout à l'heure, et qui fait en sorte que try and error, en anglais, on essaie, et par l'apprentissage, les expériences qui sont positives, qui sont bonnes pour nous autres et qu'on aime, on va les reproduire. Celles qui sont négatives et souffrantes, on ne les reproduira plus. Puis à ce moment-là, ben là, il y a une élévation de l'âme pour avoir une plus grande connexion avec la source, dont on est totalement séparé temporairement et qu'on semble être très éloigné, mais qui est plus proche que ce qu'on pense. On est dans une illusion qu'on est séparé, parce que c'est la source qui crée cette école holographique virtuelle. Oui. Donc, mais oui, on peut l'interpréter des deux façons, c'est la même chose. Mais la perspective, je pense que c'est beaucoup sous-estimé dans les enseignements en général, parce que c'est sûr que c'est très difficile dans un événement traumatique de maintenir une perspective que, bon, je suis dans une école, tout va être correct, et je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à avoir de rancune, mais le plus vite qu'on peut se ramener à cette perspective-là, le moins qu'on va apporter avec nous un bagage émotif relié à l'incident. Parce que si on regarde plein d'événements dans notre enfance, on peut le regarder aujourd'hui d'une autre façon, puis voir, bon, pourquoi ça m'a si fâché aujourd'hui, je vois, bon, ma mère, ça allait mal pour elle, elle était malade, mon père venait de perdre sa job, blablabla. Ils m'ont maltraité dans cet événement-là, mais je peux avoir de la compassion, d'empathie pour eux et avoir eu la sagesse, je n'aurais pas interprété cet événement-là qui a été lourd pour moi à porter pendant des années. Donc, la perspective, comme j'ai dit, c'est un peu comme si on avait un cercle, là, puis nous, on était un des plusieurs personnages dans l'événement. On a gardé notre perspective, puis là, on l'a cristallisé, elle ne bouge plus. Elle reste donc, elle cristallise tout ce qui est entouré, les émotions, les pensées, les croyances qui en sont découlées. Donc, un exercice que moi j'ai fait faire à une personne quand ce concept m'est venu, c'était de prendre un événement qui avait été traumatique et puis de lui faire parler comme si elle avait été les différents personnages dans l'événement. Dans ce cas-ci, c'était sa mère, son oncle, sa tante, etc. Même sa tante était au téléphone avec sa mère. Puis en faisant ça, là, juste en faisant assemblant autant que possible de prendre la perspective de l'autre, elle s'est mise à pleurer à tout bout de champ pendant à peu près 1
heure, là, puis après ça, cet incident-là était grandement passé. Pour vous dire que c'était à 100%, je n'ai pas fait vraiment un suivi. Mais ça avait été intéressant de voir. C'était la première fois que je l'essayais, je n'avais pas encore raffiné cette technique-là. J'avais eu l'idée, j'ai demandé à un ami, veux-tu essayer ça? Puis on l'a essayé, puis à l'espace de 5-10 minutes, c'était des larmes après des larmes. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe parce que pendant que tu parles, moi je reçois une autre conversation avec mon double éthérique, ma subconscience, etc. Puis quand tu as dit ça, tu as dit on va essayer de faire assemblant. Puis essayer de faire assemblant, ça veut dire tenter de mimiquer, mais pas pour le vrai dans le fond, parce qu'on fait assemblant. Mais dans le fond, quand on essaie de faire assemblant, on essaie d'être semblable à l'événement. Donc, dans un sens, la perception fait croire qu'on veut juste imiter, mais ne pas rentrer dans la réalité. Tandis que dans le fond, on essaie vraiment de rentrer dans la réalité. Puis quand on fait ça, on rentre dans l'événementiel, on connecte avec la mémoire, et qu'est-ce qu'on fait? On déclenche des mémoires émotives qui fait que si elle rentre vraiment en synchronicité avec la mémoire, elle va avoir l'état émotif qui la remet en contact avec une souffrance quelconque. La raison que j'ai dit de faire assemblant, c'est parce qu'elle ne sera jamais sa mère ou son père. Donc, elle ne peut pas faire la perspective absolue, véridique de sa mère ou de son père. Elle peut mimiquer au maximum. Pas nécessairement. C'est pour ça que j'ai dit semblant, mais c'est peut-être pas le meilleur mot, mais mimiquer. Mais l'idée, c'est pas d'avoir la vraie perspective des autres personnes, que ce soit juste. C'est de briser son point de vue, ta perspective personnelle comme victime, si tu veux, de cet événement-là. Juste le fait d'essayer de prendre une autre perspective, ça brise la cristallisation, puis ça débloque tout ce qui était enfoui, émotionnel, pensée, etc. Alors, on parle beaucoup dans les conférences que j'ai dans les entrevues du bourreau et de la victimisation. Et des fois, alternativement, tu as été un bourreau de quelqu'un, des fois, tu as été victime. Et que tu sois victime ou bourreau, c'est toujours une vue polarisée, justement, où, dans le fond, ce qu'on doit arriver à avoir, c'est la quintessence des deux pôles, sans être dans la polarisation. Alors, quand tu es dans la polarisation d'un événement, tu es victime, tu es bourreau, puis là, ben, comme tu viens de dire, il faut essayer, exemple, de casser l'œuf puis prendre l'essence qu'il y a à l'intérieur de l'œuf et non pas la coquille qui protège l'œuf. Parce que tout ça, c'est une réalité temporaire, c'est une illusion totale. On croit qu'on est séparé du tout. On est techniquement séparé du tout parce qu'on n'est pas capable de faire un avec le tout pour l'instant. Mais cette illusion, elle est très, très, très réelle à nos yeux, tellement que la plupart des gens, ils prennent, au lieu de prendre, d'être la personne, ils sont l'acteur qui vit un rôle. Donc, il y a une fusion entre le rôle et l'acteur. Puis ce qui nous colle à nous autres, c'est tu rencontres quelqu'un, tu dis oui, je suis médecin, oui, je suis avocat, oui, je suis pharmacien, oui, je suis marketing, mais tu n'es pas vraiment ça. Tu es un être en apprentissage, en évolution, et ça donne qu'alternativement, ah oui, je fais du droit, oui, je fais de la biologie. C'est ça. Mais souvent, le rôle, c'est comme une couche d'oignon qui est vraiment accolée sur ton dos, qui est tellement soudée à toi, comme la Baudroie qu'on parlait tout à l'heure, dont les mâles vont se souder aux écailles de la femelle. Bien, à ce moment-là, quand il y a un phénomène de fusion totalement, mais dans une illusion de l'ego, la personne perd le sens de l'identité réelle, elle n'est plus authentique, parce que ce qu'elle véhicule, c'est ce qu'on veut lui faire croire par les systèmes de croyances, par l'imposition de dogmes, de notions, qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'un monde psychique invisible et qui viennent de la société. Quand je voyais un film, La forme de l'eau, puis dans le film, il y a un artiste qui essaie de dessiner sur le dessus d'une boîte de cornflakes, et le gars, il dessine tout en rouge et en beige, puis le producteur, il dit non, la nouvelle couleur tendance, c'est vert. Il dit ça dans le film. D'ailleurs, le film est tout en vert, tout partout, là, c'est du aqua, bleu, vert, nuancé, c'est très bien fait. Mais le gars, il était dans sa perception, puis il se faisait tout ton travail qu'il a fait, c'est plus bon, parce que on vient de décider que la nouvelle couleur tendance cette année, c'est le vert. Ça vient d'où, ça, quand on dit on vient de décider ça? C'est des gens en architecture à l'intérieur de ta tête ou dans des bureaux au 20e étage d'un gros édifice qui dit on va décider d'influencer tout le monde pour cette année. On décide qu'on a trop de stock de verre, on va les écouler, on décide que le vert, c'est la nouvelle couleur tendance. Ouais. Ça vient d'où? Alors, quand on se fait dire ça, on est, nous autres, un peu comme des moutons allant à l'abattoir, puis on regarde ça, puis on dit, ben, OK, c'est le vert, la nouvelle couleur, fait que là, tu regardes les magazines, tout est en vert, tu regardes les coussins, c'est tout en vert, les tables, les vêtements, la nourriture, c'est vraiment un peu ridicule, parce qu'on se fait dire quoi faire. Et quand on est libre, on dit quoi faire, mais on ne se fait pas dire quoi faire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que ça me ramène à quelque chose d'encore plus profond. Là. Ça, c'est un symptôme de nos pensées. Si je peux me permettre,
suis d'accord avec ce que tu dis. Je veux juste ramener peut-être nos auditeurs à considérer le fait que notre mental, dans cette incarnation, dans ce véhicule et toutes ces dimensions qui sont connectées directement, c'est vraiment une antenne. C'est une antenne. C'est un peu comme un ordinateur. Il y a des différentes sources qui amènent de l'information à l'intérieur. Il y a les mémoires, il y a l'habilité de faire un processing, c'est pas le mot en français. L'intégration, l'assimilation de l'information. Processing, c'est le traitement des données. Traitement, c'est ça. Traitement. Donc, traitement d'information. Hein. Donc, le problème, c'est que la majorité des gens, je veux l'éducation, les religions et toute autre source, considèrent que l'information qui est dans leur tête, les pensées qui sont dans leur tête, c'est leur pensée. Ça, c'est complètement faux. Il y en a peut-être qui sont leurs pensées, mais la majorité des pensées qui sont dans la tête de la majorité des personnes, c'est tous les enseignements que la culture, la religion, la science, l'éducation, toutes sortes d'autres sources, plus toutes les sources invisibles d'information, comme tout ce qui est sources télépathiques, comme tu mentionnais, d'entités invisibles. Aujourd'hui, probablement des technologies très avancées, militaires qui nous envoient des pensées, etc. Il y a toutes sortes de documentaires sur toutes sortes de choses. Donc, on ne fait pas le discernement. Quelque chose rentre dans notre tête, on l'approprie quand on ne devrait pas l'approprier. La première chose quand on a une pensée, ce qu'on devrait vraiment faire si on est un être supérieur conscient, c'est de demander quelle est la source de cette information. Est-ce que ça vient de moi? Et sinon, est-ce que ça vient d'une source bénéfique? Est-ce que l'information est bénéfique? Ou est-ce quelque chose de négatif? Et à ce moment-là, tu décides, tu prends la décision consciente d'entretenir cette pensée ou de la rejeter. Le plus vite tu la rejettes, si elle est négative, le plus facile que c'est. Le plus longtemps tu la laisses ruminer à l'intérieur de ta tête, c'est comme une drill là, qui rentre, là, un bouchon là, pour un tire-bouchon qui rentre dans ton cerveau et ça devient de plus en plus difficile à l'enlever. Donc, et c'est sûr qu'on en a plusieurs qu'on a laissé le tire-bouchon s'enfoncer dans notre tête, là, mais ceux-là sont les plus difficiles à se débarrasser. Mais quand on arrive éventuellement à développer le réflexe de questionner tout ce qui rentre dans notre tête, ben là, on va accumuler de moins en moins de pensées nocives, négatives dans notre bien-être. Bon, alors moi je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire là, parce que ça abonde dans mon sens, parce que la première chose, moi, que j'ai retenu de Bernard de Montréal, qui était un peu mon maître à penser, c'est qu'il disait, la première chose, c'est que vous ne devez pas me croire, parce que si tu crois à quelqu'un, à n'importe quel niveau, un système religieux, un système financier, n'importe quel système, quand tu crois à quelque chose, c'est que tu donnes de la valeur à quelque chose que tu ne peux pas vérifier. Et si tu as l'impossibilité de vérifier la réalité de cet événement-là ou de ce fait-là, tu peux donc donner quelque chose de positif et de valoriser quelque chose qui a une base totalement inexistentielle ou superflue. Alors, il lui disait, si tu es intelligent, tu vas arriver à ne pas croire, tu vas rester neutre devant un événement que tu ne peux pas vérifier, puis quand un jour tu vas être capable de vérifier, là tu vas pouvoir décider, et par ton discernement, par ta connexion avec toi-même à l'intérieur, un peu avec ton libre arbitre, tu vas décider, exemple, de valoriser une pensée qui est positive, qui est bénéfique et créative, puis les pensées qui sont détrimentales, qui sont négatives, tu vas les mettre de côté pour que dans ta tête, l'activité cérébrale qui se passe soit une activité qui va faire que ça va monter donc ton taux vibratoire et donc ton élévation de ton âme. Et il y a beaucoup de gens, la deuxième chose que Bernard de Montréal disait, et je suis d'accord, il dit la même chose que toi, c'est que c'est pas toi qui penses. Ça pense dans ta tête, puis la plupart des gens, dans leur tête, ils ont de l'activité cérébrale, puis ils vont prendre toute l'activité cérébrale pour 100% des pensées qui sont authentiques et qui sont les leurs, alors que ce sont des leurs, mais dans un autre écriture, L-E-U-R-E, dans le sens que on peut se faire leurrer par des niveaux d'énergie qui vont télécharger, qui vont pirater notre plan mental et qui vont nous envoyer des pensées. Et la subtilité là-dedans qui n'a jamais été dit, c'est qu'elle est faite avec le timbre de ta voix. Donc, si tu entends une pensée dans ta tête, avec la voix, exemple, de quelqu'un qui dit « Ok, vas-y, fais ça », tu aurais facilement le doute, puis tu dirais « Ben, ça vient pas de moi, c'est même pas ma voix ». Mais si dans ta tête, tu entends une voix avec ton timbre de voix, et on sait que, exemple, les oiseaux moqueurs, les perroquets ont la faculté de mimiquer
exemple, ce qu'ils entendent, que ce soit un coup de téléphone ou une scène de police. Alors imaginez les entités qui ont des millions d'années d'expérience et qui viennent dans votre tête télécharger une pensée avec votre timbre de voix. Mais alors, comment fait-on pour discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est la créativité et l'intelligence de la pensée. La pensée, c'est intelligente qu'elle vient dans toi, qu'elle vient de n'importe qui ou de toi. Si c'est intelligent, tu peux l'apprendre, tu peux te l'approprier parce que c'est bénéfique et ça va être intelligent, ça va être créatif. Mais si elle est totalement négative, à ce moment-là, elle va avoir un effet de feedback sur toi qui va causer donc une espèce de contre-coup et qui va avoir une souffrance, qui va causer un état émotif instable et tu vas perdre l'énergie. Puis avec trop de temps, ben, au bout de ta vie, tu vas perdre ta vie parce que tu vas perdre toute ton énergie vitale. Même le fameux auteur Carlos Castaneda, qui a appris d'un chaman mexicain, très connu, mais si vous ne connaissez pas, c'est ça son histoire. Il a travaillé pendant, il était anthropologue, il travaillait avec un chaman mexicain, il est devenu chaman lui-même. Et la dernière leçon que son chaman lui a enseignée, il a dit, toutes les leçons que je t'ai enseignées pendant à peu près 10 ans, c'était pour mener à cet enseignement ici, le plus important de tous, de préparer à cet enseignement-là. Et il a dit, si on peut dire, la grande école de la Terre, le grand vidéo holographique virtuel. À l'intérieur de ce vidéo-là, il y a une créature parasitaire qui a appris comment s'installer dans ton mental, puis t'imiter. Comme tu dis, c'est ta propre voix que tu entends, mais c'est pas toi. C'est pas authentique, ça vient pas de toi. Oui. Donc, lui, c'était sa conclusion. Et puis, avec ça, bon, il y a certains enseignements pour s'en débarrasser, mais évidemment, la première chose, c'est de... il ne faut pas prendre pour acquis que qu'est-ce qu'on entend dans notre tête, ça vient de nous, que c'est bénéfique pour nous, quoi que ce soit. Il faut tout discerner. Donc, le discernement, c'est une des grandes leçons. Ça fait partie de ça. Rien prendre au sérieux dans sa tête. Parce que si on se prend au sérieux, c'est là qu'on va figer dans le temps. Puis en passant, les 4 accords Toltec de Marco Ruiz parlent un peu du poison relationnel qu'il peut y avoir parce que justement, dans la capacité de penser de l'être humain, souvent va s'installer une espèce de polarité négative qui va faire qu'on va perdre le contrôle de notre réalité, puis on va être dominé par des forces qui vont produire un flot émotionnel total, qui va nous faire perdre toute notre énergie vitale, puis c'est comme ça que, techniquement, on meurt. Parce qu'on perd de l'énergie, donc quand tu as perdu toute ton énergie que tu avais, si tu fais un retrait dans ton compte de banque de 1 sou, puis tu as un certain montant, puis tu n'as pas d'intérêt, à un moment donné, tu n'as plus d'argent dans ton compte de banque. C'est ça qui arrive avec le corps humain. Quand le corps humain il est dépossédé de toute son énergie vitale, le corps meurt, on ne peut plus garder la cohésion du corps physique. Et qu'est-ce qui se passe? Notre âme, et non pas notre esprit, s'en va dans le monde astral, le monde intermédiaire, parce qu'on perd la connexion avec l'esprit. Parce que tout à l'heure, tu parlais, puis pour toi, l'âme et l'esprit, ça semblait être la même chose. Moi, je fais une grosse différence parce que par l'âme, on reste en contact avec de l'esprit qui est dans le centre de l'univers. Et lorsqu'on meurt, on a l'impression qu'on garde notre esprit, mais c'est juste qu'on n'a plus de corps physique. Et moi, la nuance que je fais, c'est qu'on perd notre corps physique. Poussière se redevient poussière. Notre corps vital revient à l'énergie vitale de la Terre. Notre âme revient dans le monde de l'âme et n'est plus en contact avec de l'esprit. On n'est qu'une coque mémorielle et on doit se réincarner jusqu'à temps qu'au moment où on s'incarne, l'âme permet la connexion avec l'esprit pour qu'un jour l'esprit, par l'âme, devienne dans le corps physique, pour qu'un jour ce qui est en haut devienne en bas et qu'on ait une société en bas, pareil comme les sociétés invisibles qui manipulent l'énergie et la matière dans les mondes parfaits. C'est un modèle possible. J'ai vu plusieurs modèles par rapport à cette dernière énoncée, puis je ne me suis pas attaché en particulier parce que j'ai pas de preuves. Mais c'est certainement une bonne probabilité que ce soit quelque chose de ce genre-là. Je pense que ça ressemble un peu au bouddhisme, la façon que l'autre parle de la réincarnation qui est différente de l'hindouisme, etc. Mais bon, ça c'est un autre grand sujet. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les gnostiques qui étaient dans le temps biblique, la communauté des gnostiques originale, et des essais, nous autres avaient un enseignement qui a été trouvé dans les textes Nagamadi, qui parle vraiment de ce même phénomène que Carlos Castaneda parlait, c'est pas mal parallèle. Donc, on a des indices de différentes sources. Mais ça, il ne faut pas s'attarder à ça, puis il ne faut pas avoir peur de ça. L'important, c'est de questionner ce qui rentre dans notre tête. Et non de faire un exercice anthropologique de savoir exactement où
bien cette shit show parce que ça prend trop de temps. Donc ça, je pense, c'est l'essentiel à se rappeler. Puis l'autre chose, c'est qu'aussi, bon, les pensées qui finalement, ceux qu'on entretient, qui après ça qu'on répète dans la tête, la répétition de pensée, c'est ça qui crée en grande partie les croyances. Après ça, les croyances... ils se densifient. Ils se densifient. Après ça, les croyances deviennent comme des filtres qui bloquent une interprétation juste ou suprême de la réalité. Dans le sens que, comme on a parlé tout à l'heure, dans un événement, il y a plusieurs perspectives, mais il y a une perspective de l'énergie qui a créé cette création intelligente et qui nous fait passer à travers tous ces cercles, ces exercices, ce bootcamp qui est la Terre. Mais moi, dans mon livre, c'est la façon que je vois ça. Ce que j'explique, c'est qu'il y a une seule réalité. Il y a une multitude de polarités de la réalité qu'on appelle des vérités. Et la perception subjective de chacun devient chacun sa propre vérité. Oui. Et quelqu'un qui a sa propre vérité, par un système de croyances alternatif, va s'empêcher d'avoir accès à la réalité parce qu'il va teinter l'information dès qu'elle arrive, parce que c'est comme s'il l'aurait préjugé. C'est-à-dire que lui, il s'est fait un modèle, il adhère à son modèle, et son modèle lui donne déjà une réponse parce qu'il est conditionné d'une certaine façon, et là, il dit, oui, mais ça, c'est ta vérité, moi, j'ai la mienne, etc. Pourtant, si la vérité de un peut être conflictuelle avec la vérité de l'autre, ça veut dire que la vérité, ça n'existe pas. La vérité universelle n'existe pas, mais la réalité qui sous-tend et qui chapeaute toutes les vérités, il y a juste un mode d'une perception universelle unique qui est 100% d'information et non pas 90%, 95%, avec une vision biaisée qui est colorée d'une réalité quelconque. Donc on a tout ça, même les plus évolués sur la planète ont un certain degré parce que c'est quelque chose de très difficile à se débarrasser. On est humain, donc on est pris avec notre mode de perception où on essaie d'aller au-delà pour être 100% donc dépolarisé, pour être dans l'événement, dans l'instant, qui va nous permettre d'aller plus loin, puis de channeler donc de l'énergie qui vient d'une partie très très haute dans l'univers, pour être capable de répandre cette compréhension-là, mais sur le plan physique. Ouais. Donc, si on veut avoir une interprétation de notre vie, de tous les moments, de notre circonstance, qui nous est bénéfique, c'est d'après moi d'essayer de l'avoir de la perspective du Créateur, de la force, de la source, appelez ça comme vous voulez, de ce qui a créé tout cet univers, peut-être d'autres univers. Donc, ça, c'est l'objectif. Une fois, c'est pas facile à faire, mais donc, on s'efforce. C'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie, et peut-être plusieurs vies. Et plusieurs vies. Donc, puis une autre chose qui est intéressante, c'est un enseignant, je vais mentionner son nom parce que je pense qu'il est très bien, c'est Benti Momassaro. Lui, ce qu'il utilise comme comment dire, un panneau d'information, un feedback, c'est si tu as une pensée, une croyance quelconque, si tu te sens mal avec cette croyance-là, c'est parce qu'elle est fausse. Ça veut dire fausse dans le sens que ce n'est pas la perspective universelle, si on peut utiliser ce mot-là. C'est une perspective limitative, personnelle, subjective, etc. Et je crois que c'est vrai, parce que je pense que quand on peut maintenir cette perspective-là, c'est pas facile à maintenir, mais quand on la maintient, il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a pas de sentiment négatif. Ça peut être neutre, ça peut être positif, mais il n'y a pas d'émotion négative. Donc, c'est quelque chose avec lequel on peut expérimenter pour voir... Moi, ce que je vais rajouter à ça, c'est qu'il faut faire très, très, très attention. Parce que si on a, en anglais, on dit the ear perfect pitch, ceux qui ont l'oreille musicale parfaite, quand une note va être désynchronisée et ne sera pas parfaite, tu vas sentir que c'est faux, que ça accroche et que ça griche dans ton oreille. Okay? Si tu n'as pas l'oreille parfaite, tu pourrais entendre une note qui est désynchronisée et l'accepter. Et moi, là-dessus, je vais vous donner un exemple, puis je ne ferai peut-être pas l'unanimité, mais exemple, la musique, pour moi, c'est une note qui doit être pliée d'une certaine façon, avec une certaine séquence, pour créer une harmonie, pour que ça soit mélodieux. Alors, on sait qu'il y a des gens, exemple, qui vraiment aiment beaucoup, exemple, le rap. Et le rap, selon moi, c'est de la musique qui est désynchronisée et c'est plutôt du bruit que de la musique parce qu'il n'y a pas vraiment de mélodie. Et pourtant, il y a des gens qui disent, oui, mais telle personne, il a été très connu, puis il a pris le rap, il l'a rendu à tel niveau, etc. Je suis d'accord. Il peut y avoir des gens qui sont très, très bien dans le fait de vivre avec la musique désynchronisée et ça leur convient parce qu'ils ont été convaincus qu'il y a eu un conditionnement
Donc, il faut faire attention quand on parle de l'interprétation et de la perception. Ça, quand on dit on va avoir telle sorte de perception, en fait, on ne veut pas avoir aucune perception, aucune interprétation. On veut juste vivre l'événement totalement dans son authenticité, sans qu'il y ait de déphasage par rapport à une perception autre. Donc, moi, de la façon que je conçois ça, c'est que si je n'ai pas l'oreille musicale parfaite, je pourrais entendre une note et pas voir la différence entre une belle note et une note fausse, et moi, très bien m'accommoder de la note fausse. Et ça, c'est ça ce que les entités dans le monde astral veulent nous faire comprendre et à croire, c'est de dire, bon, finalement, c'est pas si pire, puis c'est correct, parce que même dans la désynchronisation, il y a de l'harmonie. Dans la laideur, il y a de la beauté. Une personne fameuse aime cette musique-là. Oui, bon, alors, regarde, exemple, l'harmonie, c'est la structure de la beauté qui est perfectionnée. Il y a des chiens, exemple, qui sont totalement laids, là, puis il y a certaines sortes de chiens là, ouais, ils sont laids, mais ils sont beaux dans leur laideur. Je peux comprendre. Parce que la théorie du chaos peut faire que dans un chaos parfait, il peut y avoir une harmonie qui se crée. Mais si on regarde ça, c'est des manières que les gens ont d'être conditionnés au niveau du mental intérieur. Et quand ils ne sont pas en connexion avec leur source, ils peuvent être séduits par une idée, puis être convaincus que c'est correct d'être dans une totale disharmonie et qu'ils soient bien avec ça. Alors, moi, ce que je dis, c'est que quand tu entends une espèce de vérité, puis si ça sonne faux dans tes oreilles, tu peux ne pas être en synchronicité avec ça, puis dire ça passe pas. Je le passe par mon cœur, ça passe pas. Mais des fois, tu peux le passer par ton émotionnel, puis ça passe parce que tu as été convaincu de certaines choses. Donc, si tu fais le rapport, puis Jerry Boulet disait les yeux du cœur. Alors, quand on voit que les yeux du cœur, c'est ton esprit, mais qui regarde avec ton cœur, les deux sont ensemble. Donc, il y a beaucoup de gens qui focusent beaucoup sur le cœur, l'amour, puis la guérison spirituelle. Je suis d'accord dans un sens, mais si on sait que ça prend de l'esprit pour aimer, l'esprit, selon moi, est la valeur, l'intelligence totale qui donne la conscience, c'est la chose la plus unique dans l'univers et qui doit synchroniser avec l'amour de l'âme. Quand on a les deux ensemble, on est beaucoup plus complet. Le cœur, sans la sagesse, va éventuellement se faire séduire par l'autre. Et voilà. Et le cœur, sans intelligence, ça va être encore pire. Parce qu'au-delà de la sagesse qui s'adresse à la psychologie du mental inférieur, l'esprit pur et l'intelligence pure, l'esprit avec l'intelligence cosmique, c'est au-delà de la sagesse, parce que la sagesse est basée sur l'expérience et l'assimilation de l'expérience en relation avec la mémoire. Tandis que l'intelligence pure, c'est en connexité avec la descente de l'énergie universelle qui passe par toi et qui te donne la science infuse. Et ça n'est jamais arrivé sur la Terre. Donc, les gens comme Wayne Dwyer, c'était des gens, je vais en citer d'autres, moi, Wayne Dwyer, Louise A. Edgar Tolle, ce sont tous des gens qui vont très loin dans la psychologie de la sagesse, sans toutefois être capables d'aller dans la descente de l'énergie pure, de l'esprit, par l'intelligence pure, qui est un principe cosmique. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, parce qu'on peut approcher de la vitesse de la lumière, mais on ne peut pas accélérer et dépasser la vitesse de la lumière en accélérant, c'est impossible, parce qu'on va frapper donc un paradoxe. Alors, il y a des gens qui font de leur mieux pour donner des outils au monde. Moi, je fais ça à ma façon, toi, tu fais ça à ta façon, mais ensemble, on doit être capable de regarder pour aller plus loin, parce que souvent, il y a des gens qui vont dire « je ne peux pas manifester plus que qu'est-ce que je suis », et si les autres, leur perception subjective, mais très très haute dans le haut astral, le mental inférieur, mais qui approche le mental supérieur, fait en sorte que ces gens-là, ils vont toujours être convaincus par un dogme, une science, un enseignement de quelqu'un qui a compris quelque chose de façon antérieure à soi, puis on est lié par l'expérience humaine avec l'histoire de l'humanité, quand dans le fond on doit être capable d'aller beaucoup plus loin, where no man has gone before, mais avec la science de l'esprit qui est au-delà de la psychologie, qui est totalement vibratoire et qui est nouvelle et qui a été annoncée par Krishnamurti, Steiner, Aurobindo, tous ces gens-là des années 50, 60, etc., et qui là prend force sur la Terre, parce que moi, des gens vibratoires, j'en connais plein, j'en connais peut-être 10, 15, 20, des gens qui sont totalement sensitifs, mais qui ne vont pas parler ni avec leur âme, ni avec leur esprit, mais avec le psychisme de leur être, et que ça ne sera pas basé sur l'expérience et la mémoire, ça va être plus qu'à l'intuition, plus qu'à la sagesse, ça va être la descente de l'énergie qui se manifeste instantanément et qui va abreuver et nourrir les gens d'une certaine science. Ouais. Puis ça me fait penser au concept que l'objectif aussi, un des objectifs principaux dans cette leçon de la vie, c'est de s'enlever du chemin pour justement laisser passer cette énergie-là. Et toutes les croyances, toutes les émotions, tout le bagage, ça bloque le flux de cette énergie. Donc,
le concept de s'enlever du chemin, c'est pas nécessairement très tangible, mais plus on y pense, plus on trouve des façons. Évidemment, la méditation est une technique où temporairement, ça dépend des techniques de méditation, mais les techniques où on arrête les pensées, c'est un début de s'enlever du chemin. Un début d'ascension où ce que l'ego doit disparaître et doit mourir à lui-même. Et quand l'ego meurt à lui-même, il n'y a plus de personne, il y a juste de la personnalité. Et quand il n'y a plus de personne, la personnalité, c'est l'essence qui passe, mais qui ne laisse aucune trace mémorielle dans l'expression de l'être. Et la méditation, c'est excellent. Moi, j'en ai fait. Mais moi, je vais dire que je vais développer quelque chose de nouveau qui n'existe pas, c'est de la méditation vibratoire. On va en parler plus tard. Mais ça n'existe pas parce que tout est vibratoire, tout vibre, mais il ne faut pas vibrer au niveau de l'astral, même pas au niveau du cœur. Il faut vibrer au niveau des principes cosmiques qui rayonnent à travers un émissaire qui va répandre une énergie sur le plan physique parce qu'elle n'est pas présente actuellement. Je pense aussi le mental a développé l'habitude de justement avoir une voix qui parle à l'intérieur. Mais à un moment donné, j'ai expérimenté avec ça un peu, où finalement, tu fais des choses simples là, qui n'ont pas absolument besoin du mental, là, puis tu les fais sans avoir de pensée. Lave la vaisselle. Essaye de ne pas avoir aucune voix là, qui se produit dans ta Sur le tête. pilote automatique. Fais plus de savon, ou fais ci, ou fais ça. Essaye d'enlever tout ça, voir comment tu peux fonctionner. Puis éventuellement, tu peux redévelopper l'habitude de ne pas avoir cette voix qui est probablement... omniprésente. Qui est probablement fausse comme source, que ce soit l'ego qu'on a fabriqué nous-mêmes, que ce soit une entité, une chose externe, que ce soit quelque chose d'autre, je ne sais pas, mais c'est probablement cette voix-là là, qui sent le besoin de parler dans ta tête, c'est probablement quelque chose que tu n'as pas besoin. Effectivement, parce que les gens qui font de la méditation, les gens qui font de la contemplation, essayent d'atteindre le vide absolu. Mais sais-tu quoi, Raymond, il y a quelque chose dans l'univers, c'est que l'énergie, elle se manifeste. Et quand elle se manifeste, elle irradie, et quand elle frappe le plan mental, elle parle, elle communique, mais elle ne jase pas. Et souvent, dans la tête, les gens, ce qu'ils ont, c'est de la jasette, avec une source qui est mal identifiée, qui est mimiquée et qui part d'un plan d'énergie astrale parce qu'il y a des entités dans le monde astral dont la fonction est de télécharger, de pirater le mental humain pour faire vivre des pensées qui sont fausses, quand elles ne sont pas vraies, que la personne ne va pas être en synchronicité, mais qui va être séduite souvent par une pensée, qui va la prendre pour la sienne. Et là, le rôle, l'acteur et la personne sont tous confondus dans la même chose. Et là, il y a une perte d'énergie parce que comme il n'y a pas d'authenticité réelle, c'est le plan de l'énergie par l'entité qui se manifeste. Cette perte d'énergie-là, c'est la nourriture pour ces êtres-là. Donc, Totalement. en faisant perdre cette énergie-là, c'est comme ta coquille, elle craque, là, puis là, l'énergie qui sort, puis là, ils sont là, puis ils bouffent ça. Ça semble être le cas sur place. Mais il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est juste un grand jeu vidéo qu'on vient jouer. Donc, il n'y a pas de peur, ça fait juste partie des petits mauvais bonhommes, puis il y a les petits bons bonhommes, les petits bons os, puis quand tu montes. Donc, non, le but, c'est pas d'avoir peur d'une situation, c'est d'avoir une compréhension de la situation. Quand on la comprend, on peut mieux l'intégrer, mieux l'assimiler et on peut faire avec. Et si on a des pensées dans notre tête qui ne font pas notre affaire, on les renvoie à l'origine, on les écoute pas, on leur donne pas de valeur, on leur donne pas d'authenticité, de force, et ils vont simplement s'évanouir. Et lorsqu'on monte notre taux vibratoire au bout de la ligne, qu'est-ce qui se passe? On va vibrer à un niveau tellement haut que ces entités-là vont essayer d'interpréter notre temps mental et ne seront plus capables parce qu'ils n'auront plus de matière pour laquelle nous faire vibrer négativement et nous encoder avec des engrammes, des choses comme ça. Et ils vont crever de faim éventuellement, mais c'est quoi? Il y a 8 milliards de personnes sur la Terre, il y a beaucoup de gens qui, eux autres, n'auront pas la capacité de se prévenir contre l'envahissement de ces pensées-là. Ils vont être violés psychiquement, littéralement, et ils ne s'en rendront même pas compte, et même ils vont être d'accord avec ça, parce que, exemple, je donne un exemple ridicule, tu vas dans un événement sportif. Dans l'événement sportif, souvent, les gens ils vont se peinturer 3-4 couleurs, puis ils se mettent un t-shirt, etc. Là. Puis quand la caméra arrive sur le groupe, ils savent qu'ils sont filmés. Là, ils se mettent à faire des sparages, puis ils font des grimaces, puis là, ils prennent de la bière, puis ils crient. Puis là, plus ils crient, plus ils ont l'impression de vivre, plus ils sont en train de mourir, parce que c'est pas eux autres qui vivent, c'est une émotion qui se manifeste parce qu'ils sont pénétrés par un plan qui leur donne une illusion, une sensation lié un peu, exemple, à la noradrénaline, puis quand, exemple, tu sautes en parachute, là, ça a même en fait l'illusion que tu vis, puis plus tu as des sports extrêmes qui te donnent des boosts artificiels chimiques,
plus tu consommes ta propre énergie et tu perds ton énergie, ton œuf se C'est craque pas- et l'énergie sort et tu meurs. C'est pas l'expression de cette personne-là qui se produit, c'est l'expression de quelque chose d'autre à travers cette personne-là. À cause du fanatisme, le patriotisme, toutes ces affaires-là. Il n'est pas authentique, cette personne-là. Totalement. Il est branché sur un concept de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, et il n'est pas lui-même. Donc c'est sûr que quand on n'est pas lui-même, quand on laisse toutes les pensées qui viennent de toutes sortes de sources rentrer dans nous, comme des tentacules ou des tire-bouchons, ça fragmente la coquille d'œuf. Ça fragmente ta au point que personnalité. tu peux imaginer un œuf qui a toutes sortes de tentacules qui rentrent dedans, tout ça, éventuellement, cette personne-là peut pas être bien. Là, Effectivement. Donc, tu n'as pas accès à ton entièreté. non. Puis à ce moment-là, tu es fractionné dans ta personnalité et tu es empêché de radier ton authenticité. Parce que quand tu es en authenticité, il y a quelque chose qui descend en toi et toi, tu vas être un centre qui va émaner et qui va radier une énergie qui va te nourrir, qui va nourrir les autres, en même temps que ça va te nourrir toi, ça va passer par toi. Tandis que là, c'est une réaction, un stimulus extérieur qui commence par un piratage de ton plan mental pour vivre quelque chose. Puis les gens disent, oui, mais ça sert à quoi de vivre si je sens que ma vie est plate, donc je vais sauter en parachute, je vais faire du parapente, je vais faire quelque chose de la plongée sous-marine, puis je vais avoir l'impression de vivre. Ils disent, j'ai l'impression de vivre, mais ils ne vivent pas. Parce que s'ils vivaient, ils feraient d'autres choses, puis peut-être que ce serait moins spectaculaire, mais ce serait plus en conservation énergétique et en expression de leur être réel. Totalement. Totalement. Puis le dernier point que j'aimerais juste ramener sur ça, qui est un point populaire ou un concept populaire, c'est la loi de l'attraction. Donc, tout ce qu'on vient de discuter ensemble, je pense qu'on est vraiment d'accord sur 99% des points. Tout ça crée, point 9, tout ça crée ton enveloppe énergétique là, de tous tes corps, avec toutes ces énergies de d'autres sources, de d'autres personnes, de d'autres entités, etc. Puis, toutes les pensées erronées que tu as accumulées, toutes les croyances, les perspectives, tout ça fait une enveloppe, un tout, qui est ton aimant d'attraction dans ta vie. Et puis, il y a des choses là-dedans qui, évidemment, sont conscientes, subconscientes et non conscientes. Et donc, c'est ça la loi de l'attraction. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que là, il faut faire du ménage. Il faut laisser aller le passé, il faut pardonner les gens, puis il faut pardonner. Si on ne l'a pas déjà fait, il faut se pardonner. Je crois que c'est une partie qui est souvent oubliée. Il faut pardonner l'univers, parce que des fois, en dedans de nous, on est fâché contre Dieu ou quelque chose aussi. Hein? On se peut pardonner Dieu, mais à quelque part, même si on n'a pas à le pardonner parce qu'il n'a rien fait de mal, pour relâcher les émotions qui ont été prises par des perspectives erronées dans le temps, et pour s'en débarrasser, je pense que c'est utile à faire ça. Il faut essayer de laisser aller le maximum de croyances, donc le moins de croyances qu'on a. Il y a quelques principes universels qui sont absolument vrais, qu'on peut dire, on peut les adopter comme des croyances. Le reste, autant que possible, ne pas les adopter, parce que ce sont tous des genres de filtres à notre réalité. Et aussi, en même temps, les croyances sont des particules d'aimant très forts dans ce grand sac, ce tout, parce que une des mécanismes de cette école, c'est de refléter ce que tu as à l'intérieur de toi pour que tu vois qu'il y a quelque chose à corriger ou à lâcher prise, etc. Donc, cette école-là, tout été bien pensé. L'extérieur est un reflet de ce bagage intérieur dans ses croyances, dans ses émotions, et donc, les circonstances qu'on vit, tous sont un reflet de ça. Et donc, il faut autant que possible laisser aller toutes ces choses-là au maximum. Chaque événement qui nous confronte dans la vie, ça veut dire que c'est une opportunité c'est un rappel de quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qu'il faut laisser aller, qu'il faut pardonner, qu'il faut changer notre croyance ou enlever notre croyance autour. Et aussi, plusieurs techniques, sans doute que tu en connais plusieurs. Les affirmations sont une très commune. Les choses qu'on s'est répétées dans notre mental, juste à répéter le contraire, va déjà commencer à neutraliser cette pensée-là. Chaque moment qu'on est dans notre vie, on ne fait rien, on est à la lumière, on peut se faire des affirmations, ça va aider. Moi, j'ai eu des succès personnellement avec ça. Mais en même temps, je ne prétends pas avoir mis en pratique toutes les choses dont j'ai discuté, parce que
J'ai pas réussi encore, mais je pense que c'est des On choses... est humain. On est humain, la vie est pas nécessairement facile. Et puis, ben, l'autre chose que je crois qui est très utile, très important d'essayer de mettre en pratique dans notre vie, et je me parle à moi-même, c'est de mettre le plus de joie dans notre vie, donc faire des activités qui nous amènent de la joie. Et les choses qui peuvent changer le plus vite notre état émotif, c'est la musique. On met une musique qu'on adore, qui nous allume dans l'espace de 10 secondes. Qui va nous stimuler. On n'est plus pareil. Oui. De faire de la musique, que ce soit jouer du tam-tam en écoutant une musique qu'on aime, parce qu'on n'est pas nécessairement encore musicien, ou de jouer un instrument, tout le monde peut chanter, même si on ne chante pas bien, on peut se prendre du karaoké sur YouTube, chanter, danser. C'est des choses de base, je pense, de cet environnement terrestre, de faire ces choses-là. Ils ont été mis là pour qu'on puisse vibrer plus haut, s'amuser, puis suivez votre passion. Suivre notre passion, c'est très important parce que ça nous apporte la joie. Et ça, énergétiquement, c'est la chose la plus immédiate contre tout le bagage émotif qu'on a accumulé qui vous abaisse. D'après moi, c'est très important comme outil. Alors donc, si je fais un petit résumé, parce qu'on va finir notre entrevue maintenant, la loi d'attraction, c'est très important. La loi d'attraction, dans ma compréhension, c'est le fait d'être capable donc de générer une énergie qui va être radiée à partir de nous autres. Puis si nous autres, on peut radier notre énergie et qu'il y a d'autres personnes qui vont radier leur énergie, nous autres, on va être en émission, mais en même temps, on va être en réception passive. C'est-à-dire que nous autres, on va focuser sur émettre ce que l'on est, c'est-à-dire donc d'être expansionné dans notre conscience pour manifester notre réalité. Quand on est authentique, c'est ça qu'on fait. L'histoire du pardon que tu parlais, c'est intéressant parce que oui, il faut pardonner, mais il faut savoir, est-ce que j'ai quelque chose à me faire pardonner ou j'ai quelque chose à pardonner à quelqu'un? Quand tu veux pardonner à quelqu'un, c'est parce que si tu regardes ça, moi je le décortique, c'est parce que tu en veux à quelqu'un. Si tu en veux à quelqu'un, c'est parce que tu as une inconscience dans toi, parce que souvent, tu ne comprends pas que l'événement que l'autre a fait, c'était un miroir pour te permettre à toi de reconnaître quelque chose qu'il y avait en toi. Donc, dans un processus d'évolution, normalement, quand tu veux pardonner ou pas pardonner, si tu décides de ne pas pardonner, c'est parce que tu n'as pas compris. Puis si tu veux pardonner, tu as compris, mais à moitié, parce que tu pardonnes à quelqu'un, mais dans le fond, tu n'as pas à pardonner, parce que réellement, quand tu prends conscience, et tu n'es pas inconscient, tu te rends compte que dans la loi universelle, c'était correct que telle personne ait servi d'intermédiaire pour créer un événement pour te permettre à toi de te reconnecter à toi et d'apprendre une leçon. Je pense que justement, beaucoup des exercices de pardonnage que les gens font manquent de faire cette partie-là. Donc, je pense que c'est important de reconnaître que tout ce qui s'est passé avec des individus dans le passé, ça a été pour mon évolution, donc je devrais les remercier. Je les remercie, qu'ils ont créé cette opportunité d'apprentissage pour moi et ils ont fait de leur mieux dans leurs circonstances. Peut-être même que j'avais une entente avec eux au niveau de l'âme qui m'apporte cette expérience-là. Donc on peut rajouter tous ces éléments-là qui vont vraiment, je pense, enlever la charge encore plus que dire je pardonne ma mère 50 fois. Là, si jamais dans ton travail tu fais une erreur, souvent ton patron il va te remercier, mais ça veut dire d'autres choses. Ouais. OK? C'est ça, exactement. Fait que dans les deux derniers points que tu disais, tu parlais des affirmations puis de la joie, puis je vais remplir avec ça, et les passions. Donc les affirmations, c'est que plus on apprend à affirmer qui on est, plus on va mettre nos limites, plus on va exprimer notre identité réelle. Et quand on va affirmer quelque chose, c'est pas quelque chose qui a été téléchargé dans notre tête qu'on va répéter, c'est quelque chose qui fait partie de notre conscience personnelle. Donc, on va établir qui nous sommes, le statut de la liberté, notre magicienne. OK? Quand on va décider de mettre de la joie dans notre vie, c'est parce qu'on va avoir compris qu'en mettant de la joie, en faisant de la musique ou n'importe quelle passion qu'on a, on va créer une atmosphère, un éther qui est comme notre nid extérieur, qui va venir complémentariser notre nid intérieur, puis on va introduire là-dedans des éléments comme des amis, qui vont avoir des goûts similaires aux nôtres, avec lesquels on va pouvoir échanger, partager. Puis là, ça va devenir de la sympathie vibratoire, donc ça va être sympathique d'être avec d'autres personnes, puis on va vraiment avoir le sens du partage, de la communion et de la communion-communication, c'est-à-dire communier et au niveau de l'âme. C'est pas ça, moi je pense que ta compagnie allait, puis ça va mettre beaucoup de joie, puis la joie c'est quoi? C'est de la radiation positive de notre énergie qui va se transmettre à d'autres personnes et ça va être impacté et communiqué positivement, donc un effet de contamination
mais exactement le contraire du cancer, ça va être contaminé positivement les autres d'une énergie réelle qui veut se reproduire et toucher, englober tout le monde. Parce que tout ça va dans la conscience collective. Donc, chaque fois qu'on a des pensées négatives, on nourrit la conscience collective avec du négatif. Chaque fois qu'on est dans notre joie, dans notre intégrité, dans notre passion, on nourrit la conscience collective avec une bonne énergie. Donc, on est tous... on est sur la même on a longueur d'onde. ce niveau-là de responsabilité additionnelle, même si on est un arbitre tout seul, on ne voit pas les gens, juste le fait de penser, on contribue à la collectivité. Et dans ce que tu disais, je vais finir avec un dernier point. Il y a un film de Pixar qui a été fait, ou de DreamWorks, et c'est Monster Inc. Et j'invite les gens à voir ça parce que dans ce film fantastique-là, qui est un film animé, on a des monstres et qui apparaissent par des portes magiques dans les placards des jeunes enfants qui sont sur la Terre pour leur faire peur, puis les autres veulent se nourrir de la peur, et ils emmagasinent dans des bouteilles l'énergie créée par la peur des enfants. Et la morale de l'histoire, c'est qu'à la fin, ils se rendent compte qu'avec l'énergie du rire, ils emmagasinent 10 fois plus d'énergie parce qu'au lieu d'être une perte énergétique, c'est une création, une explosion, une expansion, un feu d'artifice de cette énergie-là. Alors j'ai trouvé ce film-là brillant parce que même dans les bonhommes, les dessins animés, il y a des messages. Puis là, ils ont réussi vraiment à cerner certains concepts et donc à impacter positivement les gens. Alors là-dessus, Raymond, ça a été fort agréable. On a commencé tranquillement, mais on a atteint une vitesse de croisière et là, on est en train d'atterrir sur notre conscience. Alors, ça fait un grand plaisir de t'avoir. Merci de m'avoir invité. Merci.